Comment une neurophysiologue reconnue mondialement, habituée à ne croire qu'aux instruments et aux faits, se retrouve-t-elle soudain à genoux dans un temple? Pourquoi cette femme qui savait tout du cerveau a-t-elle réalisé, à un moment donné, qu'elle n'en savait rien? Aujourd'hui, nous allons suivre les traces de Natalia Bektereva, la scientifique qui n'a pas eu peur de déclarer à ses collègues matérialistes « Je vous le dis, je prie ». Bonjour, nous poursuivons notre conversation profonde et complexe sur l'essentiel, le fondement sur lequel repose notre réalité, et cet univers infini qui palpite en chacun de nous. L'héroïne de notre rencontre d'aujourd'hui est l'académicienne Natalia Petrovna Bektereva, une personne qui a transformé sa vie en un service continu pour un seul objectif, l'étude du plus grand miracle de la nature, le cerveau humain. Elle possédait cette rare, presque archaïque, audace scientifique qui lui permettait de poser des questions jugées impensables, voire blasphématoires, par ses pairs. Bektereva s'est consciemment aventurée là où la science académique s'arrêtait par peur, préférant ne pas regarder au-delà des limites autorisées par le matérialisme. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet le plus fragile, le plus personnel et sans doute le plus complexe de sa biographie, le thème de son long chemin vers la foi. Elle répétait souvent une phrase qui laissait perplexe beaucoup de ses disciples. « Je vous le dis, je prie ». À ce moment-là, la plupart des gens imaginaient une procédure religieuse standard, un ensemble de gestes et de mots appris par cœur. Mais pour Natalia Petrovna, c'était différent. En tant qu'éminente neurophysiologue, elle voyait dans la prière non pas un simple rite, mais une essence particulière, élégante, un mécanisme d'une force colossale. Pour elle, ce n'était pas seulement une poussée d'émotion ou une recherche de réconfort. Elle supposait que la prière activait dans le cerveau un mode de fonctionnement spécial, de réserve, capable de sauver le psychisme dans les moments d'effondrement total. Il est important de comprendre, la foi n'a pas toujours été là. Ce n'était pas un cadeau réconfortant reçu dans l'enfance, ni le résultat d'une éducation familiale ou de l'influence de son entourage. Au contraire, Bektereva a grandi dans une atmosphère d'athéisme militant. La foi est venue à elle suite à des épreuves de vie extrêmement difficiles, parfois insupportables. Ce furent des événements qui, de son propre aveu, ont fondamentalement labouré tout son être intérieur. Et ce ne fut pas une illumination mystique soudaine, éclatant en un instant. Ce fut le long et douloureux chemin d'une scientifique, un chemin de doute, de rejet et de réévaluation de toutes ses constantes de vie. Elle aimait se souvenir de son enfance, qui se déroula pendant une période de profonds changements. À cette époque, le magazine Bezboynik, l'athée, était très populaire. La petite Natacha se souvenait d'histoires caricaturales qu'il contenait. Par exemple, celle d'une vieille femme illettrée qui soignait traditionnellement ses blessures avec des toiles d'araignée, et de son petit-fils médecin, instruit, qui se moquait de cette superstition sauvage, proposant les antiseptiques modernes de l'époque. Mais voici le paradoxe qui a plus tard frappé Bektereva. Des décennies plus tard, la science a découvert que la toile d'araignée ordinaire contenait de la pénicilline. Cette image est devenue pour elle une métaphore de toute l'activité scientifique. La science humaine n'est souvent qu'un coureur essoufflé qui, des siècles plus tard, rattrape la connaissance intuitive et ancienne que les gens conservaient dans les mythes et les traditions. Au début de sa carrière, Natalia Petrovna
était une matérialiste convaincue. Elle étudiait les grandes églises avec un enthousiasme sincère, mais n'y voyait que des chefs-d'œuvre d'architecture, un jeu de lumière sur la pierre et l'histoire figée de l'art. Rien de plus. Son mari, Ivan Ilitch, était lui aussi un homme de science dans l'âme. Son scepticisme était inébranlable. Lorsque Natalia Petrovna, confrontée pour la première fois à des phénomènes inexplicables, tentait d'entamer un dialogue avec lui sur l'irrationnel, il haussait simplement les épaules, perplexe. « Natacha, comment peux-tu, avec un esprit analytique pareil, croire à de telles bêtises ?» Elle ne discutait pas, car elle-même avait longtemps partagé cette position. Mais c'est là que résidait son principal code professionnel. Un scientifique n'a pas le droit d'ignorer les faits, même s'ils semblent fous et ne correspondent pas aux schémas acceptés. Le chercheur est obligé de ne pas balayer les anomalies d'un revers de main, mais de leur chercher une explication rationnelle. À cette époque, la foi n'avait pas encore touché son cœur, mais, comme le disait Bektereva elle-même, elle marchait déjà à sa rencontre. Et elle est arrivée au moment le plus terrible, lorsque son monde habituel s'effondrait sous ses yeux. C'était 1990, le moment où Natalia Petrovna s'est retrouvée à l'épicentre d'une campagne d'intimidation acharnée. Une véritable campagne de discrédit a été menée contre elle dans la presse, et des manifestations se rassemblaient devant les murs de son propre institut. Les gens brandissaient des slogans dont le contenu était monstrueux. Elle a avoué qu'elle ne croyait pas être capable de supporter ce stress quotidien et étouffant. D'un point de vue biologique, son cerveau était en état de siège permanent. Elle voyait ce processus de l'intérieur en tant que clinicienne. Elle comprenait comment la peur brûlait les neurones, comment elle effaçait la mémoire et privait de sommeil, réduisant la vie en cendres. Sous cette pression colossale, Bektereva a été forcée de changer de travail. Elle espérait que le pire était derrière elle, que son cerveau obtiendrait enfin le répit tant attendu. Mais le destin lui réservait un coup encore plus terrible. Presque simultanément, elle a perdu les deux personnes qui lui étaient les plus chères, son fils adoptif et son mari, Ivan Ilitch. C'est à ce point d'absolue solitude et de chagrin qu'a commencé ce à quoi la science académique officielle n'était pas préparée. Immédiatement après ces pertes, des événements impossibles à imputer au hasard ont commencé à se produire dans son espace de vie. Natalia Petrovna, fidèle à elle-même, a tenté de les enregistrer en tant que chercheuse. Pourquoi la photo de son mari décédé s'est-elle soudain couverte d'une étrange humidité, comme si le cliché pleurait? Et elle n'était pas seule. Une témoin, sa secrétaire, était présente. Puis, ont commencé les images auditives et visuelles. Son « moi scientifique », son critique intérieur sévère, posa immédiatement un diagnostic. Ce sont des hallucinations causées par la dépression et le deuil. Elle consulta les meilleurs médecins, prenant honnêtement tous les médicaments et tranquillisants prescrits. Mais les phénomènes mystérieux ne cessaient pas. Elle décrivait cet état par le terme « horreur névrotique ». Ce n'était pas une simple peur, mais une panique irrationnelle, paralysant la volonté. Son psychisme, déjà une fois brisé par de précédentes catastrophes, Bektereva se souvenait d'avoir survécu à un accident d'avion à Budapest, puis à un incendie dans un train, était devenu extrêmement fragile. Après ces événements, son cerveau avait formé une connexion pathologique stable. Elle était effrayée même
par le bruit d'un sèche-cheveux allumé, qui lui rappelait inconsciemment le grondement du wagon en feu. La dernière fois, la psychothérapie l'avait aidé. Mais maintenant, dans les années 90, après la mort de ses proches et les persécutions, la médecine se révélait impuissante. Les médicaments ne fonctionnaient pas. L'horreur ne faisait qu'augmenter. C'est cette impuissance de ses collègues psychiatres qui l'a menée au temple. Elle y allait non pas pour un dogme religieux, mais comme un naufragé. Et le prêtre, selon ses souvenirs, a fait ce que des mois de thérapie n'avaient pu faire. En quelques minutes de conversation, ce cauchemar épuisant que n'arrivait à calmer aucun comprimé s'est simplement dissous. Pour Bechterewa, en tant que scientifique, ce fut un fait empirique fondamental. La méthode A, la médecine, avait donné un résultat nul. La méthode B, l'impact spirituel, avait fonctionné instantanément. Son devoir de chercheuse était de comprendre quel est ce mécanisme, comment la prière agit-elle sur le tissu biologique. Elle n'a jamais imposé la foi aux autres, considérant cela comme un choix profondément intime. Mais pour elle-même, elle a élevé la prière au rang de nécessité quotidienne. Elle la comparait au fait de se laver, mais la plaçait beaucoup plus haut. Elle précisait toujours que la prière était avant tout pour elle un souhait de bienveillance. La bienveillance envers tous les êtres vivants, et si l'au-delà existe, que cette impulsion y parvienne aussi. Elle se surveillait attentivement. Si les mots commençaient à sonner mécaniquement, elle s'arrêtait et les répétait, visant une concentration maximale. C'était un entraînement mental actif, un réglage du cerveau sur une onde créatrice. Plus tard, dans les murs de son propre institut de psychoneurologie Bechterev, une expérience unique a été menée. Son objectif était de déterminer comment la parole de prière modifiait physiquement le fonctionnement du cortex. En utilisant l'électroencéphalographie moderne, les scientifiques ont enregistré un phénomène qui a bouleversé le monde scientifique. Ils ont découvert un quatrième état du cerveau, la veille de prière. Auparavant, la science n'en connaissait que trois: la veille active, le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Dans les moments de prière profonde, l'activité du centre analytique du cerveau, le cortex, diminuait fortement. Notre contrôleur intérieur, éternellement dubitatif et anxieux, se taisait littéralement. Le cerveau passait en mode que l'on pourrait appeler le mode de perception directe, contournant les filtres de la logique. Selon l'hypothèse de Bechterewa, cette désactivation temporaire du critique permettait au système de redémarrer et de rompre les connexions neuronales négatives, ces mêmes boucles de peur qui généraient son horreur névrotique. La prière annulait les chaînes pathologiques, rétablissant la santé psychique au niveau biologique. Ayant adopté cet outil, Natalia Petrovna n'a pas cessé d'être une scientifique. Elle a continué à recueillir des faits qui la menaient encore plus loin, dans un domaine considéré comme un tabou absolu en science. Elle a commencé à parler ouvertement du fait que l'avenir, peut-être, existe déjà dans un certain champ d'information. C'était une conclusion basée sur son expérience personnelle de rêve prémonitoire, qu'elle analysait avec l'impartialité d'un chirurgien. Ces moments lui ont donné la certitude non seulement de l'existence d'une vie au-delà de la mort, mais aussi du fait que notre lendemain n'est pas une page blanche, mais une réalité déjà formée, à laquelle notre cerveau accède dans des états particuliers. Elle se souvenait de l'année 1937. Elle avait 13 ans quand elle rêva de son père dans des vêtements amples et étranges.
Dans ce rêve, l'espace autour de lui se rétrécissait, il tombait, et tout était inondé d'une lumière aveuglante, non terrestre. Quelques jours plus tard, ce rêve devint réalité, farce dans la nuit, étranger dans la maison, arrestation de son père. Qu'était-ce? Une simple projection d'une anxiété enfantine? Mais les détails, selon elle, étaient trop spécifiques. C'était une image tirée du futur, ou 1975, lorsque sa mère se rétablissait et que les lettres étaient pleines d'optimisme. Mais Bechtereва fait un rêve irrationnel. Elle se rend pour remplir un certificat de décès. Son mari rationnel l'exhorte à croire aux faits, les lettres, et non aux rêves. Elle écouta la logique, mais 10 jours plus tard, un télégramme arriva. La réalité a exactement reproduit le rêve illogique. Bechtereva réfléchissait. Un rêve prémonitoire est souvent préparé par le travail subconscient du cerveau, comme le tableau de Mendeleïev. Mais il y avait des cas qui ne rentraient pas dans ce schéma non plus. Par exemple, lorsque son défunt mari lui apparut en rêve et lui signala l'existence d'un manuscrit de livre dont elle n'avait aucune idée. C'était l'obtention d'une information objectivement nouvelle, qui ne pouvait être calculée logiquement. L'un des épisodes les plus choquants s'est produit chez elle, en présence de sa secrétaire. Elles ont toutes les deux entendu des pas dans le salon vide et ressenti une présence invisible. Puis, Natalia Petrovna a vu à la fenêtre la silhouette de son mari, la regardant depuis le trottoir. Sa secrétaire a crié « Mais c'est Ivan Ilitch !» Cela excluait la version de l'hallucination individuelle. Pour Bechtereva, ce n'était pas de la mystique, c'était un défi pour la science du futur. Jusqu'à son dernier souffle, elle a cru que la science finirait par percer ces mystères. Elle était convaincue que nous étions au seuil des plus grandes découvertes sur la nature de la conscience et du temps. Natalia Petrovna Bechtereva nous a montré que le véritable scientifique n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui n'a pas peur d'admettre. Je l'ai vu, ça existe, et maintenant, nous devons comprendre comment cela fonctionne. Elle nous a laissé l'espoir que la vie est bien plus qu'un ensemble de réactions chimiques, et que notre cerveau est un pont entre le terrestre et l'éternel. L'histoire de Natalia Petrovna Bechtereva n'est pas seulement la biographie d'une académicienne, c'est un manifeste de sincérité humaine. Elle a prouvé que l'on peut être fidèle à la science sans trahir sa propre âme et cette expérience unique qu'il est impossible de mesurer avec une règle. Nous ne sommes qu'au début du chemin de la connaissance de ce grand univers intérieur, et chaque exemple de ce type est comme un phare dans le brouillard de l'inconnu. Si vous avez regardé et lu jusqu'ici, cela signifie que les questions que se posait Bechtereva résonnent aussi en vous. Veuillez écrire dans les commentaires quel épisode de sa vie vous a le plus frappé. Et s'il y a des moments dans ce document que vous aimeriez que nous analysions plus en détail ou que nous corrigions. Votre retour nous aide à rendre cette recherche de la vérité plus précise. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous à la chaîne Mythes en Nous. Nous continuerons ici d'explorer ensemble ces fines limites où les faits scientifiques rencontrent les énigmes de l'esprit humain, en essayant de comprendre qui nous sommes vraiment. À bientôt dans de nouveaux épisodes où nous regarderons à nouveau au-delà de l'horizon habituel.